Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde n'était plus le même, et l'aviation commerciale allait en faire de même. Si les avions ont été des instruments de guerre, ils vont désormais servir à relier les continents, à rapprocher les peuples et à révolutionner le transport de masse. C'est une nouvelle ère qui commence, marquée par des avions à réaction plus rapides, plus puissants et plus confortables. Les avions deviennent alors bien plus qu'un simple moyen de transport. Ils incarnent la modernité, la connectivité mondiale et l'ambition d'un futur où l'avion n'est plus un luxe mais un service accessible à tous. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment l'aviation commerciale s'est reconstruite après la guerre, en introduisant des avions emblématiques comme le Boeing 707 et le Concorde, qui ont changé à jamais le visage des voyages aériens. Nous plongerons dans les innovations technologiques qui ont permis à l'aviation de passer de la réaction militaire à une véritable révolution du transport civil, offrant aux passagers une expérience jamais vue auparavant. Alors rejoignez-nous pour explorer l'évolution fascinante de l'aviation commerciale et comprendre comment elle est passée d'un rêve réservé à quelques privilégiés à une réalité accessible au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, on se penche sur une période vraiment charnière pour l'aviation commerciale, juste après la Seconde Guerre mondiale. On a un document très court qui met en lumière deux dates clés qui illustrent une transition technologique fulgurante. Oui, la fin des années 40. C'est vraiment là que le voyage aérien moderne commence à prendre son envol, si on peut dire. Et ça commence en 1946. Exactement. En 1946, le document mentionne les premiers vols commerciaux transatlantiques avec le Lockheed Constellation. C'est une étape majeure. Ah, le Constellation. Un avion mythique avec sa silhouette si particulière, son triple empennage. C'était le summum de la technologie des moteurs à piston. Il permettait de traverser les océans avec une fiabilité et un confort qui étaient nouveaux pour l'époque. On parle quand même de traverser l'Atlantique en une quinzaine d'heures, ce qui était une révolution par rapport au paquebot. Mais comme tu l'as dit, on est encore dans l'ère de l'hélice. La vraie rupture, elle arrive à peine 3 ans plus tard. Et c'est le deuxième point. En 1949, les Britanniques dévoilent le De Havilland DH-106 Comet. Et là, on change complètement de monde. C'est le tout premier avion de ligne à réaction. Un quadri-réacteur, donc 4 moteurs à réaction. On imagine le choc, c'était plus rapide, ça volait plus haut, au-dessus des perturbations météo, la promesse d'un voyage beaucoup plus doux et rapide. Mais le document pointe tout de suite un problème grave. Oui, il est écrit « Il connaît une série d'accidents dus à la pressurisation de la cellule ». C'est un point absolument fondamental dans l'histoire de la sécurité aérienne. Peux-tu nous expliquer ce problème de pressurisation ? C'est un terme qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça implique concrètement ? Bien sûr, pour voler très haut, là où l'air est rare, il faut maintenir une pression atmosphérique respirable à l'intérieur de la cabine. C'est ça la pressurisation. Donc à chaque vol, le fuselage de l'avion, la cellule, est soumis à une forte pression de l'intérieur, un peu comme un ballon qu'on gonfle. Puis à l'atterrissage, il se dégonfle. D'accord, donc des cycles de contraintes répétés sur la structure de l'avion, et c'est ça qui a posé problème sur le Comet. Exactement. Le problème venait d'un détail de conception. Les hublots étaient de forme carrée. Or, en physique, les angles droits sont des points de concentration des contraintes. Après un certain nombre de ces cycles de pressurisation, le métal autour des coins des hublots a fini par se fissurer, ce qui a mené à une rupture explosive du fuselage en plein vol. C'est terrible. Une innovation aussi spectaculaire qui échoue à cause de la forme des fenêtres. C'est une leçon d'ingénierie assez brutale. Absolument. Une leçon tragique qui a coûté des vies, mais qui a redéfini les standards de sécurité. C'est à cause des accidents du Comet que tous les hublots des avions de ligne sont aujourd'hui ovales ou à coins arrondis. C'est un héritage direct de cette histoire. Donc pour résumer, ces deux dates nous montrent une transition incroyablement rapide. D'un côté, 1946, l'apogée du voyage à hélice avec le Constellation. De l'autre, 1949, l'aube de l'ère du jet avec le Comet, un pionnier qui a payé le prix fort pour son innovation. C'est tout à fait ça. Le Comet a ouvert la voie, mais ses défaillances ont permis à ses concurrents, notamment américains comme Boeing avec le 707, d'apprendre de ses erreurs et de construire des avions à réaction plus sûrs qui allaient ensuite dominer le ciel pendant des décennies. C'est une illustration parfaite du principe d'essai et erreur, mais à une échelle dramatique.
Ok, alors aujourd'hui, on va analyser un document qui nous ramène au milieu des années 50. C'est une période vraiment charnière pour l'aviation commerciale, avec l'arrivée des premiers avions de ligne réaction. Oui, absolument. C'est le moment où le transport aérien change radicalement de visage. Le texte met en lumière 2 appareils emblématiques qui sont sortis à seulement 2 ans d'intervalle, la Caravelle française et le Boeing B707 américain. Exactement. Commençons par la Caravelle en 1955. Le document nous dit que c'est le premier avion de ligne à réaction français. Et sa grande innovation, c'est le positionnement de ces 2 réacteurs. C'est ça. Ils ne sont pas sous les ailes, comme on a l'habitude de le voir, mais accrochés à l'arrière du fuselage. C'était une conception assez audacieuse pour l'époque et, comme le note le texte, elle a été reprise par pas mal d'autres constructeurs par la suite. Oui, on pense par exemple au Douglas DC-9. Le document précise que la Caravelle a été produite à 280 exemplaires et qu'elle a volé pour Air Inter jusqu'en 1991. C'est une belle carrière. Une très belle carrière qui montre que l'avion était fiable et apprécié. 280 unités, ce n'est pas un chiffre anecdotique, c'est un vrai succès commercial, surtout pour l'industrie européenne de l'époque. Et puis, à peine 2 ans plus tard, en 1957, le Boeing B707 effectue son premier vol. Et là, le document utilise le mot « révolutionner ». Et c'est le mot juste, le B707 a tout changé. D'abord les chiffres, plus de 1000 exemplaires construits, 1010 pour être précis. C'est presque 4 fois plus que la Caravelle. Ça donne une idée de l'échelle de son succès. Oui, la différence est énorme. Et le texte explique pourquoi. Sa forme est devenue le standard pour quasiment tous les avions de passagers depuis. Il décrit cette forme, des ailes en flèche et des réacteurs séparés disposés sous la voilure. Voilà, c'est le point crucial. Cette configuration, avec les moteurs dans des nacelles sous les ailes, présentait plusieurs avantages. Ça libérait de l'espace à l'arrière, ça facilitait la maintenance, et ça avait aussi des bénéfices aérodynamiques et structurels, surtout pour des avions plus gros et plus lourds. C'est ce design qui a permis de construire des avions de plus en plus grands. Donc on a 2 approches de design qui émergent quasi simultanément. Une, celle de la Caravelle, innovante et qui a eu ses adeptes, surtout pour les courts et moyens courriers. Et l'autre, celle du Boeing 707, qui s'est imposée comme la norme mondiale grâce à cette configuration avec les moteurs sous les ailes. C'est une excellente synthèse. La Caravelle était pionnière, elle a prouvé que le concept de l'avion à réaction pour passagers était viable, mais le Boeing 707 a défini le modèle économique et technique du transport aérien de masse pour le long courrier. Pour résumer, ce court texte illustre parfaitement une bifurcation technologique. D'un côté, la Caravelle, un succès européen avec une innovation de design marquante, les moteurs à l'arrière, et de l'autre, le Boeing 707, un géant américain qui, par sa conception avec les moteurs sous les ailes, a non seulement connu un succès commercial immense, mais a surtout établi le plan directeur de l'avion de ligne moderne que l'on connaît tous aujourd'hui. C'est son héritage le plus durable. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un moment assez clé de l'aviation d'affaires, le début des années 60. Plus précisément, l'année 1963, qui a vu naître une concurrence directe entre 2 avions qui allaient définir le marché. Oui, une rivalité transatlantique en fait. D'un côté, les Français avec Dassault Aviation, et de l'autre, les Américains avec la société Learjet. Exactement. Le document qu'on a ici se concentre sur ces 2 acteurs. Côté français, on a le Mystère 20. C'est un jet d'affaires qui a été lancé par Dassault en 1963. Il est décrit comme étant relativement compact et conçu pour des trajets moyens courriers. Et ce nom Mystère 20 ne dira peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais si on dit Falcon 20, là, ça devient beaucoup plus familier. C'est le nom qu'il a pris plus tard et qui a lancé toute la lignée des célèbres jets Falcon. C'est un très bon point. Et face à lui, la même année, arrive le Learjet 23. C'était le tout premier modèle de la série Learjet et il avait une ambition claire, offrir des performances similaires au Mystère 20, mais avec un design plus petit et plus léger.
Donc, on a deux philosophies un peu différentes pour un même objectif. Le texte précise bien que les deux avions avaient des caractéristiques comparables en termes de performance et de capacité. On peut imaginer qu'ils visaient la même clientèle, des entreprises, des hommes d'affaires ayant besoin de se déplacer rapidement. Oui, et c'est là que le facteur décisif entre en jeu. Malgré leur similarité technique, le Learjet 23 a eu un avantage stratégique majeur. Lequel ? Le plus grand en termes et haut niveau de distribution plus rapide sur le marché international. En gros, Learjet a réussi à commercialiser et à livrer son avion plus vite et à plus grande échelle que Dassault au début. Ah, et ça, dans un marché naissant, c'est crucial. Le premier qui arrive et qui se fait connaître prend une part de marché qu'il est ensuite très difficile de contester. Ça a donc fait du Learjet 23 un concurrent direct et, on peut le dire, redoutable pour l'avion français. Tout à fait. Pour résumer, on a donc en 1963 deux jets d'affaires, le Mystère 20 français et le Learjet 23 américain, qui sont lancés simultanément avec des performances similaires. Mais la vitesse de mise sur le marché a donné un avantage initial significatif à Learjet. C'est une belle illustration de comment, au-delà de la qualité technique d'un produit, la stratégie commerciale et logistique peut faire toute la différence. Ok. Alors aujourd'hui, on se penche sur un document qui nous ramène à la fin des années 60, en pleine course à l'avion supersonique. C'était vraiment une compétition technologique majeure à l'époque. Oui, une sorte de course à l'espace, mais pour l'aviation civile. Le texte met en lumière les deux grands protagonistes, le Tupolev 144 soviétique et le Concorde franco-britannique. Exactement. Et le document est clair, les soviétiques ont été les premiers. En 1968, le Tupolev 144 réalise le tout premier vol supersonique pour un avion de transport. C'est un point important. C'est un point crucial, surtout dans le contexte de la guerre froide. Arriver les premiers, même de quelques mois, c'était une victoire de prestige immense pour l'URSS. Mais le texte souligne aussi que cette avance a eu un revers. Oui, des revers assez graves. Il y a eu un accident très médiatisé au Salon du Bourget qui a considérablement retardé sa mise en service commercial, puis un autre accident en 1978. Et la conséquence, c'est que l'avion, parfois surnommé Concordski, par les Occidentaux à cause de sa ressemblance avec le Concorde, n'a finalement eu qu'une carrière très limitée. Le document précise qu'il a été réduit au transport de fret et de passagers uniquement à l'intérieur de l'espace soviétique. Passons au Concorde. Lui, son premier vol d'essai a lieu 1 an plus tard, en 1969, depuis Toulouse-Blagnac, avec le célèbre pilote d'essai André Turcat aux commandes. Et c'est là que la différence se fait. Même s'il a volé après le Tupolev, c'est le Concorde qui a véritablement lancé l'ère de l'exploitation commerciale du transport supersonique de passagers à l'échelle internationale. Le texte donne les dates clés. Les vols commerciaux ont commencé en 1976 et se sont terminés en 2003, une carrière bien plus longue et visible. Oui, mais qui a aussi connu une fin. Le document énumère très bien les raisons, le coût exorbitant du carburant et de l'entretien, et bien sûr, le tragique accident de l'an 2000 qui a profondément marqué les esprits. Donc, pour résumer, on a une histoire en deux temps. D'un côté, le Tupolev, pionnier technique, mais qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer à cause de problèmes de fiabilité et d'accidents. De l'autre, le Concorde, le bel oiseau blanc, qui est devenu une icône du luxe et de la vitesse, mais qui a finalement été vaincu par des réalités économiques et une tragédie. C'est une page fascinante de l'histoire de l'aviation qui montre à la fois le sommet de l'ingénierie de l'époque et les limites pratiques de ce rêve supersonique. Alors, aujourd'hui, on va analyser un document qui retrace un moment assez charnière dans l'histoire de l'aviation commerciale, à la fin des années 60 et au début des années 70. Oui. Une période vraiment fascinante où la concurrence s'est intensifiée et qui a vu la naissance d'un géant européen pour faire face à la domination américaine. Le texte se concentre sur l'année 1969, qui est une année clé à plus d'un titre. Exactement. Le premier point, c'est qu'en 1969, le Boeing 747 effectue son premier vol. C'est un avion qui a marqué les esprits. Ah oui, le fameux Jumbo Jet. Il a complètement changé la donne. Sa taille et sa capacité ont permis de réduire le coût des billets et de démocratiser le voyage aérien long courrier.
Le texte précise d'ailleurs que les premiers modèles ont été livrés à Air France 1 an plus tard pour la ligne Paris-New York, une route très prestigieuse. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passait en parallèle, la même année. En 1969, pour contrer cette hégémonie américaine, les Européens ont créé Airbus Industrie. C'était une réponse stratégique en fait. Le texte mentionne un consortium regroupant la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. L'idée était simple, aucun pays européen ne pouvait rivaliser seul avec Boeing. Il fallait donc unir les forces, les compétences et les capitaux. Et cette union a porté ses fruits assez rapidement. Le texte passe ensuite à 1972 avec le premier vol de l'A300, qui est donc le premier avion conçu par Airbus. Oui, et il est entré en service chez Air France dès 1974. Ce qui est notable avec l'A300, c'est qu'il ne visait pas à concurrencer directement le 747. C'était le premier gros porteur biréacteur au monde, conçu pour être très efficace sur des routes plus courtes, mais à forte densité. Une approche différente. Le texte précise d'ailleurs que son principal rival sera le Boeing 767. Exactement. Et c'est là qu'on voit que la stratégie d'Airbus a fonctionné. Le B767 a été développé par Boeing spécifiquement pour concurrencer l'A300, mais il est arrivé sur le marché bien plus tard. Dès son premier appareil, Airbus a donc forcé le leader du marché à réagir. La grande rivalité était née. Pour résumer donc, cette période est vraiment un tournant. D'un côté, l'apogée de la puissance américaine avec le Boeing 747 et de l'autre, la naissance de son concurrent direct, Airbus, fruit d'une collaboration européenne. C'est tout à fait ça. Ces quelques années ont posé les bases du duopole Airbus-Boeing qui domine encore aujourd'hui le ciel mondial. Tout a commencé là, avec cette concurrence entre le jumbo jet et la réponse européenne incarnée par l'A300. Ok. Alors on va se pencher sur 2 dates clés de la fin du XXe siècle qui ont vraiment défini la trajectoire d'Airbus et la compétition avec Boeing. Oui, 2 moments qui illustrent parfaitement l'innovation technologique d'un côté et la confrontation stratégique de l'autre. Commençons par 1987. Le document nous dit qu'Airbus lance le A320 et le décrit comme le premier avion à commande de vol électrique avec un équipage limité à 2 personnes. C'est un point absolument crucial. Les commandes de vol électrique, ou fly-by-wire, c'est une véritable révolution pour l'aviation commerciale. Avant, les commandes du pilote étaient reliées aux gouvernes par des systèmes mécaniques, des câbles, des poulies. C'était très direct. Avec l'A320, les actions du pilote sur son mini-manche latéral sont transformées en signaux électriques interprétés par des ordinateurs qui, eux, commandent les surfaces de contrôle de l'avion. Donc, il y a une interface informatique entre le pilote et l'avion. Et qu'est-ce que ça change concrètement ? Ça change tout. Ça permet d'intégrer des protections de l'enveloppe de vol. En gros, l'ordinateur peut empêcher le pilote de faire une manœuvre qui mettrait l'avion en danger, comme un décrochage ou une inclinaison excessive. Et puis, ça a permis de réduire l'équipage à 2 pilotes en supprimant le poste de mécanicien navigant, ce qui a considérablement réduit les coûts d'exploitation pour les compagnies. D'accord, c'est une avancée technologique majeure. Passons maintenant à la deuxième date, 1991. On parle du premier vol de l'Airbus A340, le premier quadriréacteur d'Airbus. Exactement, un quadriréacteur, donc un avion à 4 moteurs. Airbus visait ici le marché du très long courrier. À cette époque, avoir 4 moteurs était un avantage commercial et un gage de sécurité pour les très longues traversées, notamment au-dessus des océans. Les règles de certification pour les biréacteurs, les fameuses normes ETOPS, étaient plus contraignantes. Et c'est là que ça devient intéressant, car le texte précise que Boeing ripostera avec le B777. Oui, et c'est le début d'une bataille stratégique qui a façonné le marché long courrier pour les décennies à venir. Le Boeing 777, ou 777, est un biréacteur. Boeing a fait le pari que la réhabilité croissante des réacteurs rendrait les quadriréacteurs obsolètes. Et l'avenir leur a donné raison. Le B777 était bien plus économe en carburant que l'A340. Il a connu un succès commercial immense et a, en quelque sorte, poussé l'A340 vers la sortie. Donc pour résumer, on a 2 moments très différents, mais tout aussi importants pour Airbus. D'un côté, une innovation de rupture avec le A320, qui a établi un nouveau standard technologique. C'est ça. Et de l'autre, une confrontation directe sur le marché long courrier avec le A340, qui a mis en lumière la grande divergence de vision entre Airbus et Boeing sur l'avenir des vols long courriers. 4 moteurs contre 2. Une bataille finalement remportée par l'efficacité des biréacteurs. Alors, on va décortiquer un document très court qui mentionne 2 dates clés dans l'histoire récente d'Airbus.
Il s'agit des premiers vols de 2 avions emblématiques, l'A380 et l'A350. Oui, 2 avions qui, bien que lancés à seulement 8 ans d'intervalle, représentent des philosophies de conception assez différentes. C'est une bonne illustration de l'évolution rapide du secteur. Commençons dans l'ordre chronologique. Le document indique qu'en 2005, on a le premier vol de l'A380 décrit comme un très gros porteur et le rival du B747. C'est ça, le terme « très gros porteur » est bien choisi. L'A380, c'est le géant des airs, le fameux avion à 2 étages complets. Son développement visait directement à concurrencer le Boeing 747 qui régnait sans partage sur le segment des très gros porteurs depuis les années 70. Donc, l'objectif d'Airbus à ce moment-là, c'était vraiment la taille et la capacité maximale de passagers. Exactement, c'était une démonstration de force technologique et une tentative de capter ce marché très spécifique des vols à très haute densité entre les grands aéroports mondiaux, les fameux hubs. Puis, on fait un saut en 2013. Le document mentionne le premier vol de l'A350 et là, l'accent est mis sur autre chose. C'est un avion réalisé en grande partie en matériaux composites, notamment des fibres de carbone. Et c'est là que la transition est intéressante. Avec l'A350, le mot d'ordre n'est plus seulement la taille, mais surtout l'efficience. L'utilisation massive de matériaux composites, c'est une petite révolution. Peux-tu nous expliquer l'avantage de ces matériaux composites ? Bien sûr. La fibre de carbone est beaucoup plus légère que l'aluminium, le matériau traditionnellement utilisé pour les fuselages, tout en étant extrêmement résistante. Un avion plus léger consomme beaucoup moins de kérosène. C'est donc un gain énorme en termes de coût d'exploitation pour les compagnies aériennes et bien sûr un impact environnemental réduit. D'accord, donc la priorité a changé. On est passé de la course au gigantisme avec l'A380 à la course à l'efficience avec l'A350. C'est une très bonne façon de le résumer. L'A350 est aussi un long courrier, mais il est plus polyvalent et plus économique, ce qui a permis aux compagnies de développer de nouvelles routes directes sans forcément passer par les méga hubs. C'est une autre vision du voyage aérien. Pour conclure, ce cours extrême est donc en évidence une évolution stratégique majeure chez Airbus. En 2005, l'A380 symbolise la conquête du marché des super jumbo. 8 ans plus tard, en 2013, l'A350 incarne une nouvelle ère, celle de l'optimisation par les matériaux. C'est tout à fait ça. 2 dates, 2 avions qui racontent une histoire sur la direction que prend l'industrie aéronautique, une recherche constante de performance, mais dont la définition a évolué de la capacité brute vers l'efficacité énergétique. En conclusion, l'aviation commerciale a connu une véritable révolution après la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien comprendre que des avions à réaction, comme le Boeing 707, ont véritablement permis d'ouvrir les cieux au grand public, en réduisant les distances et en rapprochant les continents. L'avènement du Concorde, même si son histoire fut plus éphémère, a quant à lui repoussé les frontières de la vitesse. Finalement, c'est bien l'accessibilité des voyages aériens qui a changé à jamais la manière dont nous voyons le monde. L'aviation civile a continué de se développer, bien entendu, marquée par des innovations majeures en matière de confort, de sécurité et de technologie. Mais alors que l'aviation commerciale franchissait un nouveau cap, il faut savoir qu'un autre secteur de l'aviation était en pleine effervescence, celui des hélicoptères et des avions expérimentaux. Ces derniers allaient redéfinir la mobilité et l'innovation aéronautique. C'est pourquoi dans le prochain épisode, nous plongerons dans cet univers fascinant des hélicoptères et des avions expérimentaux. Nous y découvrirons des machines qui ont repoussé les limites du possible et qui continuent, aujourd'hui encore, d'inspirer les progrès aériens de demain.